Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, vous en avez bien profité. Donc on continue ce matin avec nos nouveaux formats où on invite deux marques à discuter d'une thématique qui préoccupe aujourd'hui les marketeurs. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Laborde, qui est de la BPCE, et Morgane Lopez, directrice e-commerce marketing de printemps.com, pour discuter d'un sujet dont Thomas a parlé aussi hier matin, sur tout ce qui est Bitcoin, métaverse, comment utiliser, comment monétiser, et juste en savoir un petit peu plus. Non. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour, merci de nous rejoindre donc au coin du feu pour ce Fireside Chat sur le métaverse, pourquoi on y va et comment on y va d'ailleurs. Morgane et moi sommes très excités de l'animer puisque c'est un sujet avec le Web 3, les NFT, les espaces virtuels parmi les plus hot et trendy du moment. Donc je suis Olivier Laborde, je suis leader innovation et transformation digitale au sein du groupe BPCE. Et aujourd'hui, j'interviens en tant qu'auteur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, après Innover ou disparaître, publié en 2017, mon nouveau livre qui est disponible sur tous les stores. Il faudra attendre un petit peu, le papier arrivera début novembre, avec Social Commerce, qui a la prétention, en tout cas l'affirmation, de dire que le social commerce, ce ne sont pas que les réseaux sociaux, mais c'est également le commerce sur l'ensemble des plateformes sociales. Et qui dit plateforme sociale dit jeux vidéo et métavers. J'ai surtout le plaisir d'interviewer Morgane. Morgane, qui je remercie doublement, puisqu'elle a répondu positivement à notre invitation de partager son expérience sur ces nouveaux univers aujourd'hui, et puis elle est également dans le livre. Morgane, tu as 10 ans d'expérience dans le digital, le luxe et l'expérience client. Tu es directrice marketing digital au Printemps, en charge donc du site e-commerce printemps.com. Tu es également lead sur les projets innovation, et donc le métavers, c'est bien de l'innovation. Auparavant, tu as été directrice clientèle en agence chez Ogilvy à Londres pour les comptes American Express, entre autres, et Nestlé, sur les problématiques de repositionnement des marques, du développement de nouvelles expériences clients et de commerce. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter sur ce long parcours? Très bien expliqué. Merci Olivier. En parlant de nouvelles expériences clients, donc nous allons parler aujourd'hui de métavers. Je le disais, c'est un sujet qui occasionne beaucoup de brouhaha. Thomas, il va lever peut-être la main, il en a parlé un petit peu hier. Il y a beaucoup de bruit autour de ces mots, du Web 3 plus globalement, qui est un terme marketing qui englobe beaucoup de choses, parfois peut-être des choux et des carottes, qui promet, dont effectivement des Gartner, des Bloomberg ou autres promettent des milliards et des milliards de revenus. Nous allons, on va dire, tout simplement montrer une première expérimentation, de premiers pas sur ces nouveaux univers. Alors certains diront, est-ce qu'il va y en avoir plusieurs? Est-ce qu'il va n'y en avoir qu'un seul? C'est un grand débat. Je pense qu'on ne va pas y répondre aujourd'hui. Ce que l'on peut dire, c'est que certains ont une vision, on va dire, ultime d'un métavers unique, donc qui est défini selon Matthew Boll comme ayant 7 caractéristiques. Donc il serait persistant, ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. On va se coucher, c'est comme le monde réel, mais il continue de vivre sans nous, et quand on revient, il a déjà bougé. Il est synchrone, il est en temps réel. Il a aussi, je pense, parmi ses caractéristiques, cette économie propre à lui-même. Et là, on va peut-être toucher tout ce qui est blockchain, crypto, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui. Et puis, il y a également une caractéristique assez forte, qui est ce sentiment de présence, qui est peut-être pas, qui est absent des réseaux sociaux, où on est, on va dire, passif, où on consomme. Et là, on va être tout d'un coup acteur dans ces nouveaux univers.
On y reviendra. Donc, Morgane, pour démarrer, quand et comment as-tu identifié ce phénomène du metaverse, ou comme diraient les geeks du Web3, comment tu as fait ton deep dive into the rabbit hole? Alors, en tant qu'experte marketing digital, évidemment, je m'informe, je lis des blogs, je lis des articles. Et voilà, il y avait beaucoup de signaux faibles l'année dernière, même les années précédentes, avec l'avènement de la crypto-monnaie, du Bitcoin, etc. Et en fait, il y a eu vraiment un élément, enfin, un moment assez décisif qui m'a un peu mis la puce à l'oreille et qui a embrayé un peu la seconde, qui a été le rebranding de Facebook en Meta, donc qui était en fin d'année dernière. Et en fait, je me suis dit, une plateforme si puissante aujourd'hui pour l'audience et puis pour les marketeurs, qui fait ce move sur Meta, il va falloir s'y intéresser un petit peu de plus près. Donc ça a été vraiment le déclencheur. D'accord. Et pourquoi finalement et comment une marque se lance-t-elle sur un territoire tout à fait nouveau et qui bouge très vite? Alors, la raison, il y en a plusieurs, évidemment. Ça dépend des objectifs, des enjeux des marques. Chaque marque va avoir son challenge à relever, va avoir son audience à targeter. Aujourd'hui, la stratégie Web3 d'une marque va varier d'une marque à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie bonne ou moins bonne. C'est vraiment selon les objectifs que vous avez. Est-ce que vous voulez targeter une nouvelle audience plus jeune? Est-ce que vous voulez développer des nouvelles expériences dans des univers immersifs? Est-ce que vous voulez faire du business, du ROI? Voilà, en fait, toutes ces questions sont quand même à se poser avant de faire ces premiers pas pour bien définir les enjeux de l'activation derrière. D'accord. Alors je disais qu'il va y avoir beaucoup de débats entre est-ce qu'il y aura un métavers unique ou est-ce qu'il y aura plusieurs métavers. Les marques, de suite, si elles veulent se lancer, ont une question quasiment existentielle à se poser. C'est est-ce que je dois créer mon propre univers virtuel, donc qui est un espace dans lequel on peut jouer, socialiser, travailler, ou est-ce que je dois m'intégrer dans un métavers existant? Justement, donc, selon les objectifs que vous vous êtes fixés et surtout selon les délais que vous avez, ça va aussi orienter le choix du métavers ou non. C'est sûr que s'associer à un métavers aujourd'hui, c'est sûr que c'est consommateur en termes de temps, en termes de développement aussi. Au printemps, on a fait une première expérience dont je vous parlais tout à l'heure. On n'avait que 2 mois et demi pour se lancer. Donc clairement, entreprendre des conversations avec un des métavers et développer et livrer un projet en 70 jours, c'était quand même très ambitieux. Je pense que voilà, encore une fois, l'enjeu de à qui on parle et est-ce que cette audience se retrouve dans l'un des métavers, ça c'est vraiment la première question à se poser. Et surtout l'accessibilité. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne veut pas mettre de barrière à l'expérience client, il faut aussi que l'expérience soit fluide, simple. Enfin, je veux dire, moi j'ai assisté à la Fashion Week dans Decentraland. J'ai quand même eu beaucoup de difficultés en fait à rentrer dans l'expérience. Ça ramait, voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire vivre cette expérience à nos clients ou est-ce qu'on veut une expérience plus seamless et du coup, on pourrait plus se retourner vers un miniverse ou un métaverse entre guillemets propriétaire et du coup avec plus ces frictions sur le parcours. Oui, en fait, ce qu'on pourrait rajouter peut-être pour l'audience, c'est que quand on crée son propre univers, il y a déjà des technologies qui existent d'ailleurs, qui sont parfois très, très éprouvées. On a vraiment la maîtrise totale sur son univers, sur son design, sur les codes de communication. Et donc après, il y a le frein, c'est comment je vais venir... Enfin, l'enjeu, pas le frein, mais le challenge, c'est comment je vais faire venir mon audience et mes clients dans cet univers-là. Et à contrario, en fait, on voit des plateformes, donc de Sandbox, des Decentraland, pourquoi pas des Fortnite ou des Roblox, qui ont des univers finalement très simples, avec des codes complètement différents, et où la marque peut-être ne va pas avoir toute possibilité, que ce soit au niveau du design, peut-être moins léché aujourd'hui, en tout cas en 2022, que ce qu'on peut créer quand on a la même propre sur son univers. Donc ça, c'est peut-être des éléments de questionnement. Et comme tu l'as dit, de toutes les manières, il faut se poser la question, pourquoi j'y vais? Est-ce que ma communauté et mes clients sont là-bas? Et avec quel code de communication je peux y aller?
Ensuite, après, on peut imaginer, sans se projeter bien loin, qu'aujourd'hui, si on compare ça à des sites e-commerce, une marque a son propre site e-commerce, mais elle est également sur des réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas forcément à opposer. On peut très bien imaginer avoir son espace virtuel et puis avoir des présences sur chacun des espaces les plus prometteurs ou là où il y a le plus d'audience. Qui dit métaverse propriétaire dit data aussi, on en parlait. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a l'accession aussi à la data. Aujourd'hui, faire une collaboration avec un métavers, c'est plus compliqué d'avoir la main dessus, d'avoir vraiment tous les KPI. Donc voilà, il y a aussi un avantage de pouvoir vraiment traquer et comprendre aussi les résultats, les performances. C'est exact, oui. Alors, enfin, peux-tu nous partager en fait cette première opération du printemps qui a été primée hier soir par le Grand Prix, hein, et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et le partager avec nous? Alors, il y a une petite vidéo, je vais un peu vous en parler. En fait, donc, comme je vous l'expliquais, nous aujourd'hui, la stratégie, c'était vraiment de s'adresser à nos clients printemps, magasins. Une clientèle qui a entre 45 et 55 ans, qui à première vue n'est pas vraiment celle qui va dans le Web3, dans les métavers. C'est une clientèle qui a besoin encore beaucoup d'être accompagnée, qui d'ailleurs, pour certains, ont fait aussi leur premier pas sur l'achat e-commerce, parce que voilà, sur cette tranche d'âge, tous n'ont pas encore fait leur premier achat sur printemps.com. Donc l'enjeu prio pour nous, c'était vraiment de pouvoir capter cette clientèle magasin et de la transformer en clientèle multicanal. Donc de passer d'un client monocanal en client omnicanal. Aujourd'hui, on sait que la valeur ajoutée d'un client monocanal est bien supérieure en termes de durée de vie, de fidélité. Donc ça a été vraiment notre objectif principal. Et en fait, il y avait aussi l'objectif évidemment de recruter une audience plus jeune, de recruter cette génération alpha. C'est pour ça qu'aussi on a développé dans le Virtual Store un système de jeux concours pour gagner des NFT. Donc en fait, l'expérience, elle est simple, elle est accessible via mobile et desktop. Vous pouvez y accéder sur printemps.com directement. En fait, vous découvrez déjà une landing page qui vous explique vraiment pas à pas, de manière très tutorielle, didactique, avec des étapiers, comment rentrer dans l'expérience. Donc, vous pouvez le faire à travers votre mobile. On a développé une fonction de gyroscope. Donc, en fait, grâce à votre mobile, vous pouvez vous déplacer dans l'expérience et en fait découvrir ce magasin enrichi et augmenté, se dévoiler autour de vous. Vous pouvez regarder vraiment à 360. Des produits physiques ont été présentés dans ce Virtual Store. Donc, on a voulu aussi simplifier l'expérience. On n'est pas sur de la virtual fashion à ce moment-là du projet. On est vraiment sur des produits tangibles que vous achetez via un parcours e-commerce tout à fait standard, mise au panier, check-out, mise de votre carte bleue. Vous payez avec des euros. On n'est pas sur de la crypto-monnaie aussi, encore une fois, pour simplifier le parcours. Et la subtilité, et ce qui fait aussi qu'on a leveragé les codes du Web3, c'est qu'on y a attaché des NFT. C'est-à-dire que chaque semaine, on avait un drop de 5 NFT. Donc l'opération a duré 6 semaines, 30 NFT au total. Et en fait, on a tiré au sort sur les semaines du concours 5 personnes pour gagner leur premier NFT. On a collaboré avec Romain Froquet, qui est un artiste peintre, pour lequel c'était aussi une première fois sur ces sujets du Web3. Donc les NFT, en fait, ont été offerts à nos clients. Donc encore une fois, on a bypassé toutes les frictions que peut avoir le téléchargement du wallet, l'achat de crypto-monnaies. Et on s'est associé avec Ariani, qui aujourd'hui est une solution qui accompagne les marques dans le Web3 et qui a développé son propre wallet qui est basé sur Polygon et qui aujourd'hui vraiment a développé un wallet qui est extrêmement intuitif. En 2 clics, vous téléchargez votre wallet et vous téléchargez votre NFT. Même un néophyte et même ma grand-mère, je pense, pourrait faire l'expérience. Voilà, donc ça a été vraiment les premiers pas, première brique, surtout faire du test and learn sur cette opération. Très bien, alors j'en profite pour faire une petite annonce. Vous savez que le salon One to One vous propose d'enregistrer votre propre NFT de votre expérience sur le salon. Il y a un petit code barre et effectivement l'expérience est extrêmement simple, donc je l'ai fait et c'est également dans un wallet Ariani. Alors qu'est-ce que c'est un NFT, juste en 2 secondes, c'est un certificat de propriété numérique et d'authenticité. Il peut y avoir de multiformes, d'ailleurs je pense qu'elles n'ont pas été toutes créées, mais on peut dire qu'aujourd'hui c'est soit c'est souvent associé à de l'art, à une œuvre d'art. C'est vrai qu'il y a des bénéfices en fait attribués, donc
VIP ou d'entrer dans des événements. Mais voilà, on voit bien que ça ouvre des portes à de la créativité, puisque ça peut être des objets de collection, des objets de fidélité, d'engagement client, de lancement de produits, en les associant à un produit physique. Donc voilà, les créateurs peuvent, et les marketeurs peuvent se lancer sur plein de créativité. Aujourd'hui, il y a 51% des marques de luxe françaises qui ont planifié ou vont planifier un projet de NFT d'ici 2025. Et il faut savoir que les marques mondiales aujourd'hui ont comme revenu, on va dire, jusqu'à 260 millions de dollars. Donc les Adidas, les Gucci, les Nike. Et les Nike, à lui tout seul, c'est 185 millions de dollars. Avec une autre subtilité quand on est dans le monde de la blockchain, c'est comme il y a une traçabilité, en fait, ce qui n'est pas possible aujourd'hui dans le monde réel, c'est qu'à chaque fois que ce NFT va être revendu, en fait, par un smart contract, par une programmation de ce NFT, Nike, à chaque fois que le NFT va être revendu, va toucher une petite part. C'est pour ça qu'on peut imaginer une longue trail pour avoir et récupérer des revenus qui aujourd'hui, les marques n'avaient pas de revenus sur les reventes d'occasion. Je vois que le temps tourne et je sais que tu nous as réservé une big news puisqu'on est au coin du feu, on est entre nous à Biarritz. Le communiqué de presse est parti ce matin et donc tu vas nous en dire un peu plus sur voilà, c'est quoi les next steps. Alors, les next steps, c'est aujourd'hui, on lance notre première collection de digital fashion, donc qui vient qui est donc la deuxième brique aujourd'hui sur notre stratégie Web3 et innovation. Donc, on a travaillé sur une collection en propre qui s'appelle Magnetic Vibes, que vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui sur printemps.com. Encore une fois, une expérience client qui se veut extrêmement didactique, puisque là, vous achetez un produit virtuel. On n'est plus sur le produit physique du Virtual Store. Là, on est vraiment sur un produit virtuel que vous pouvez donc vous uploader une photo de vous. Et dans les 48 à 72 heures, on vous renvoie la photo de vous avec ce produit virtuel. Demain, vous pourrez aussi porter l'outfit virtuel dans le métavers. Donc, on est en train en fait de développer la fonctionnalité pour que ce soit transposable et adaptable dans le métavers. Et encore une fois, là vraiment, on essaie de targeter une clientèle jeune, plus social, puisque l'enjeu c'est vraiment de poster ces photos sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître peut-être un peu bizarre comme comportement, mais il faut dire qu'il y a des millions d'utilisateurs aujourd'hui qui achètent des vêtements uniquement pour faire une photo sur Instagram et uniquement pour montrer à la communauté qu'ils ont la possession de ce produit. Donc, si on pense RSE, si on pense circularité, c'est sûr que de se dire d'acheter un produit juste pour une photo, autant qu'il soit virtuel. Voilà, donc on se lance, on va tester, on va voir l'appétence. Voilà, j'espère que vous pourrez faire votre premier achat aussi. C'est un mot d'ordre, il faut se lancer. Je pense qu'il faut oser l'expérience. Hein. C'est vraiment le thème du salon. Vous pouvez regarder si vous êtes curieux, parce que je disais qu'il y avait plusieurs catégories. Effectivement, c'est des œuvres d'art, c'est aussi des bénéfices qui sont associés à une animation de communauté particulière. Il y a Starbucks, je trouve que c'est un exemple intéressant qui vient de sortir, Starbucks Odyssey. Et là, vous allez voir, c'est très lié en fait à la carte de fidélité. Ils sont vraiment l'omnicanalité de la carte de fidélité. Et c'est assez intéressant puisqu'ils associent en fait le digital et ils repartent pas. Alors c'est vrai qu'il y a des marques qui lancent des NFT, ils font des drops, mais c'est complètement à côté, on va dire. Et l'enjeu sera de trouver une cohérence justement entre les différents drops. Et puis on voit Starbucks, voilà, qui a embauché des stars du Web3 qui lancent quelque chose qui est éminemment lié à son service de fidélité. Et d'ailleurs, ils se posent la réflexion parce que quand on va pouvoir en gagner et on va pouvoir en acheter, et ils sont en train d'imaginer est-ce que ce seront ou pas les mêmes bénéfices quand je vais pouvoir gagner des NFT parce que ça va être des points de fidélité que je vais engranger et donc je vais gagner des NFT. Et entre ceux qui pourront acheter, et ils font les deux parce que finalement, les NFT ont une certaine valeur et tous les clients ne pourraient peut-être pas en acheter. Et donc, ça permet justement de ne pas laisser des personnes de côté. Au-delà et sur les métavers, parce que ça, c'est les NFT, vous avez peut-être vu un grand retailer, peut-être le plus grand du monde, je crois, Walmart, qui a annoncé son arrivée dans Roblox.
Et comme tu le disais, après, quand il y a ce choix-là, ce choix assumé aujourd'hui, au-delà du fait que bien sûr, on y va, ce sont les premiers pas, on y va pour tester, pour expérimenter, hein, c'est du test and learn, mais il va pour toucher une nouvelle génération qui aujourd'hui peut-être se déplace pas en magasin, et donc pour toucher cette nouvelle génération, on y va où ils sont. Et sur Roblox, il faut savoir, je crois il y a des millions, je ne vais pas retrouver dans mes notes le chiffre, mais je pourrais vous le donner en aparté, mais il y a, voilà, le nombre de jeunes qui ont moins de 16 ans est faramineux. Et donc, ils vont sortir 2 jeux pour commencer et pour pouvoir animer. Parce que quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut s'intégrer? Il faut s'intégrer avec des codes et avec la communication adaptée à ces nouveaux univers. Je vois que le temps tourne. L'idée, c'est peut-être aussi de vous passer la parole. On a d'autres questions, on pourra y revenir si vous n'en avez pas suffisamment. Mais c'est peut-être l'occasion de vous laisser la parole. Merci de commencer. Bonjour, Charlotte Bricard, moi je suis journaliste. Je me demandais comment est-ce que vous aviez travaillé le pricing de la collection que vous avez lancée ce matin. Alors, en fait, on a fait un benchmark sur ce qui se faisait sur d'autres collections de virtual fashion. On a un entry price qui est très bas. On est à 7 € sur un produit, c'est un manteau pour chien, parce qu'on a aussi fait une collection pour animaux, pour les animaux chiens et chats. Le produit le plus cher est à 20 €. Donc on est vraiment sur des tout petits prix. Printemps.com, on est plutôt sur un positionnement luxe. Mais aujourd'hui, on n'est pas associé à un designer. On n'est pas en train de lancer une collection en collaboration exclusive avec les designers connus. Et on sait que la fourchette de prix sur des produits comme ça en collection en interne, brander la marque, c'est à peu près ces prix-là. Merci. Donc on est très loin des Bored Ape, là, les singes qui sont à des centaines de milliers d'euros. Donc c'est tout à fait accessible. Voilà. Chacun peut avoir son NFT printemps.com. Une autre question sur la droite, là-bas. Bonjour, je voulais savoir par rapport à la première expérience que vous avez évoquée, quels étaient les retours en termes de chiffres? Vous avez parlé de KPI. Est-ce que vous avez des données à partager sur ça? Oui, bien sûr. Donc, j'expliquais tout à l'heure que le challenge numéro 1, au-delà du business, pour nous, a vraiment été le trafic et la captation de clients magasins. Donc, le premier KPI, c'est sur le pourcentage de clients retail qui ont acheté dans notre virtual store. Il est de 80%. Donc, on a quasi la totalité de nos clients magasins qui ont été embarqués dans cette expérience. Deuxième KPI, c'est la part des clients qui sont membres de notre programme de fidélité. 65% des gens qui ont acheté dans le Virtual Store étaient membres de notre programme de fidélité. Donc, du coup, troisième KPI, on est sur notre tranche de 45-55 ans. On a réussi quand même ce pari à leur faire télécharger. Le pourcentage de téléchargement des NFT est dans mes souvenirs entre 60 et 65%. Donc voilà, tous ne l'ont pas fait, mais néanmoins, je pense que l'aspect très pédagogique n'a pas été un frein, puisque on a quand même un fort taux de téléchargement. Après, on a évidemment on a eu un très bon pic de trafic sur la période de l'opération. On a beaucoup communiqué, on a eu plus 20% de trafic sur la période. Et un très bon taux de rebond qui était à 30% versus une moyenne de marché qui est plutôt entre 55 et 60. Donc c'est des KPI très, très forts et qui servaient aussi notre objectif de awareness et de recrutement de clients omnicanaux. Merci. Avant de redonner la parole à la salle, peut-être que tu as commencé à l'évoquer, mais justement, comme c'était un challenge, et bravo pour emborder une clientèle existante qui n'est pas forcément initiée, quel était le plan de communication, enfin les grands leviers du plan de communication? En fait, on a bien sûr, on a leveragé notre visibilité magasin, puisqu'en fait, on a été dans le printemps Haussmann, on avait un espace où on exposait en fait l'expérience avec la vidéo que j'ai pu vous montrer pour vraiment teaser. On a aussi partagé une communication à notre base de données, donc via une communication CRM. Et également, on a fait du paid social, des campagnes d'awareness.
du display et du paid social. Donc c'était une communication 360 avec quand même vraiment un focus sur l'aspect digital, CRM et online. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, c'est le moment. Je vois pas de main, donc on va continuer. Justement, ces opérations, tu as parlé d'une date butoir, tu nous as dit on avait 2 mois et demi, donc forcément c'est extrêmement contraint sur voilà, un territoire complètement nouveau, des technologies complètement nouvelles. En termes d'accompagnement et de méthodologie projet, est-ce que tu peux partager avec l'audience les grandes étapes en fait? On a travaillé en sprint avec User Agent qui est au salon aujourd'hui et également une core team au printemps. On a vraiment, en fait, on avait 70 jours, donc clairement, on a eu des process de validation extrêmement courts. On a passé pas mal de temps sur le parcours, sur justement cette approche didactique. C'était vraiment le point extrêmement important parce que ensuite il fallait vite partir en développement. On a fait de la 3D. Enfin, on est allé shooter des skylines de Paris pour pouvoir les incruster dans le Virtual Store. On s'est inspiré aussi du tout le rebranding de la marque. Donc c'est vrai qu'une fois que le process de développement a été lancé, il n'y avait plus de retour en arrière. Donc on a quand même passé plusieurs semaines pour travailler tout le parcours, tous les flows. Les points d'entrée et ça a été vraiment critique. Et après, voilà, process de validation court, des sprints. On a fait intervenir vraiment les experts sur le sujet direction artistique, le plan de communication. En fait, chaque personne est vraiment interviewée à des moments clés. Et on a dû lancer le 20 mars, puisque c'était le week-end du printemps. Donc voilà, il n'y avait pas de décalage possible. Donc la date, c'était parce que c'est le week-end du printemps, le 20 mars. C'est le week-end du D'accord. printemps. Voilà, il y avait un grand événement ce week-end-là et il fallait aussi lancer le Virtual Store. D'accord. Bravo vraiment pour cette expérience et merci pour tous ces détails, vraiment l'envers du décor. Est-ce que, sans langue de bois, tu peux nous partager finalement à la fois, on va dire, les clés de succès, mais peut-être aussi les points d'amélioration, ou, voilà, les petits frottements qu'il y a eu En fait, si on avait eu plus de temps, j'aurais aimé pousser beaucoup plus de choses dans le Virtual Store. Je pense que la première, c'est clairement de pouvoir permettre en fait d'acheter et le produit physique et le produit en NFT, en fait, de pouvoir donner cette possibilité. En fait, on a fait le choix de ne pas le faire, mais j'aurais aimé pouvoir le faire. J'aurais aimé aussi pouvoir faire en sorte que les produits soient manipulables via le mobile ou le desktop en 360, de pouvoir les voir un peu sur toutes les coutures, de pouvoir aussi faire du virtual try-on. Donc en fait, c'est toute malheureusement cette technologie qu'on n'a pas pu développer pour des raisons de délai. Donc on s'est concentré sur les principaux et typiquement le NFT, le wallet, ça c'était vraiment des prérequis. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas lancé sans ça. Et au même titre que sur la virtual fashion, on a eu un temps très court. C'est assez commun en printemps, on doit faire des sprints de projets. On a à peu près 3 semaines pour lancer des sujets. Donc voilà, après l'idée c'est de repasser derrière. Moi je voudrais aussi recréer une synergie entre le Virtual Store et la collection de Digital Fashion, de pouvoir aussi créer des partenariats avec des marques, de nombreuses marques d'ailleurs, c'est un point KPI de succès. Beaucoup de marques nous ont contactés pour faire des partenariats et pour rebrander ce Virtual Store. Donc ça devient aussi un outil de trade marketing, développer des collections de NFT ou de rebranding de l'espace Virtual Store. On touche à la fin. Donc justement, quel serait il y a des enthousiastes, il y a des sceptiques. Quel serait ton conseil pour les marketing? Moi, mon conseil, c'est pas de se comparer à ce que font les autres marques. C'est de faire ce qui est vrai par rapport à votre marque et à vos enjeux. Je pense qu'il n'y a pas de honte à se dire qu'on n'a pas coché toutes les cases du Web3, qu'on n'est pas l'expert du sujet. Moi, personnellement, j'ai appris sur le tard et je pense un peu comme beaucoup finalement, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas encore de formation. Donc, et surtout, d'apprendre de votre audience et de vous lancer en faisant du test and learn. Enfin, c'est un peu la base du digital, je le redis, mais finalement, le Web3, c'est pas plus compliqué que le Web2, c'est pas plus compliqué de monter une stratégie social quand il y a eu l'avènement d'Instagram. Voilà, c'est juste que ça nous remet un petit coup de challenge sur le futur de nos métiers. Merci. Je pense qu'il faut effectivement oser se lancer sur ces nouveaux territoires et oser l'expérience.
Et je citerai pour conclure Henri Bergson qui a dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que l'on va en faire ». Voilà, donc lancez-vous. Merci Olivier. Merci Morgane.